Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui est très dangereuse, une maladie qui touche le plus souvent les garçons, c'est ce qu'on appelle l'hémophilie. C'est quoi l'hémophilie et par quoi elle se manifeste et comment elle se traite? Alors, on peut définir l'hémophilie comme étant un trouble de saignement qui est héréditaire et qui touche surtout les garçons. C'est un syndrome hémorragique qui laisse des complications défavorables et des troubles fonctionnels au niveau de l'appareil musculo-squelettique. La cause de l'hémophilie, c'est quoi? C'est le manque ou bien l'absence des facteurs de coagulation dans le sang. Normalement, on a deux types d'hémophilie. On a l'hémophilie A et l'hémophilie B. L'hémophilie A arrive suite à un manque ou bien une absence des facteurs 8 de coagulation. Et lorsqu'il y a un manque ou bien une absence des facteurs 9 de coagulation, on parle de l'hémophilie B. Et cliniquement, les deux types présentent les mêmes symptômes. L'hémophilie A et l'hémophilie B sont identiques dans la symptomatologie. Presque 90% des saignements arrivent au niveau des articulations, c'est ce qu'on appelle hémarthrose, et au niveau des muscles, c'est ce qu'on appelle hématome. Alors, en ce qui concerne les hémarthroses, les articulations les plus fréquemment atteintes sont le coude et le genou et la cheville. Ces trois articulations se caractérisent par une forme particulière qui favorise facilement le saignement. Par exemple, lors des mouvements flexion-extension, la membrane synoviale qui est richement vascularisée peut se coincer entre les berges de l'articulation et provoquer un saignement. Et dans ce cas, la membrane devient plus volumineuse et occupe une place importante dans la cavité articulaire, ce qui aggrave encore plus la situation et augmente le risque d'avoir un nouveau pincement. Et normalement, le saignement qui arrive au niveau de l'articulation doit se traiter le plus rapidement possible. Il ne faut pas le négliger parce qu'il peut se développer et finir par une arthropathie hémophilique. D'accord? C'est quoi une arthropathie hémophilique? Tout simplement, le terme de l'arthropathie dans le domaine de la médecine désigne deux tableaux cliniques, bien deux diagnostics différents, soit une arthrose, soit une arthrite. Une arthrose, c'est une destruction cartilagineuse et cette destruction peut être la conséquence de plusieurs causes, telles que l'obésité par exemple. Et l'arthrite, c'est quoi? C'est une inflammation, tout simplement. C'est un processus inflammatoire qui peut être aigu ou chronique. Et cette inflammation se manifeste par une douleur et par une chaleur, une hyperthermie cutanée. Et on trouve aussi une rougeur, un érythème et un gonflement. Ce sont les signes de l'inflammation qui arrivent au niveau d'une articulation ou bien au niveau de plusieurs articulations. Quoi d'autre? En ce qui concerne l'hématome, l'hématome c'est le saignement qui arrive au niveau des masses musculaires et les muscles les plus concernés sont le biceps et les muscles de l'avant-bras comme le cubital antérieur et le cubital postérieur. Et au niveau des membres inférieurs, on a le psoas iliaque. Le psoas iliaque, c'est le premier à citer parce que c'est le muscle le plus fréquemment atteint au niveau des membres inférieurs. Et on a aussi le quadriceps, les ischio-jambiers et les muscles gastrocnémiens. Alors, l'hématome qui s'installe au niveau des membres inférieurs peut entraîner un syndrome des loges parce que la compression vasculaire qui est appliquée sur les loges des muscles peut provoquer une ischémie et l'ischémie se développe vers une nécrose. Et au niveau des membres supérieurs, l'hématome peut entraîner un syndrome de Volkmann. D'accord? Donc, le syndrome de Volkmann, c'est une conséquence de l'hématome qui arrive au niveau des membres supérieurs. Et le syndrome des loges, c'est une conséquence de l'hématome qui s'installe au niveau des membres inférieurs. Et les deux sont dangereux. Les deux syndromes sont dangereux. Il ne faut pas les négliger. Il faut les prendre en charge le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand risque d'avoir des troubles
moteurs et des troubles sensitifs suite à la compression nerveuse. Alors, brièvement, on passe au traitement. Généralement, le traitement de l'hémophilie comporte 3 volets. Le premier volet, c'est le traitement médicamenteux. Et dans la plupart des cas, le traitement médicamenteux se base sur l'injection intraveineuse des facteurs de coagulation. Les facteurs de coagulation manquants. Ça veut dire qu'il faut injecter le facteur 8 de coagulation en cas d'une hémophilie A et il faut injecter le facteur de coagulation 9 en cas d'une hémophilie B. Et ces facteurs peuvent être prescrits à titre préventif, et là on parle des traitements prophylactiques, ou bien le médecin propose ces facteurs en cas d'une hémorragie, ou bien en prévision d'une activité sportive qui est intense. D'accord? Donc, le premier type de traitement, c'est le traitement médicamenteux qui se base sur l'injection des facteurs de coagulation manquants. Quoi d'autre? Le deuxième type de traitement, c'est quoi? C'est le traitement chirurgical. Bien sûr, la chirurgie concerne les patients qui se présentent avec une arthropathie hémophilique. Par exemple, un patient qui se présente avec une gonarthrose dans un stade qui est avancé, il doit subir une intervention chirurgicale. C'est la prothèse totale du genou. D'accord? Donc, l'opération se fait en fonction de l'articulation qui est touchée. Et plusieurs opérations sont possibles. Par exemple, une prothèse totale du genou, une arthrodèse de la cheville, etc. Quoi d'autre? Le troisième volet, bien le troisième type de traitement, c'est quoi? C'est le traitement kinésithérapique. Alors, lorsqu'on reçoit le malade chez nous, pour faire des séances de la kinésithérapie, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est l'anamnèse. L'anamnèse doit être bien détaillée parce que la maladie, c'est une maladie qui est sensible et le kiné doit avoir une idée générale sur le patient. On pose des questions qui sont globales, comme l'âge, les antécédents, la profession, est-ce qu'il suit un régime alimentaire ou pas, est-ce qu'il souffre d'une maladie chronique, à part l'hémophilie, etc. Et on pose des questions qui sont spécifiques concernant la maladie, concernant l'hémophilie. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est un hémophile, qui souffre de l'hémophilie, parce que l'hémophilie c'est une maladie qui est héréditaire. Quand est-ce qu'il avait la dernière hémorragie, quel est le type de l'hémophilie, est-ce qu'il s'agit d'une hémophilie A ou B, et quelle est la fréquence de l'hémorragie, etc. Après l'anamnèse, on fait un examen global, on fait un bilan articulaire pour évaluer l'état des articulations, on fait un bilan morphologique afin de détecter les anomalies et les déformations qui sont déjà installées. On fait aussi le bilan de la douleur et on fait un bilan trophique et circulatoire. Et aussi parmi les bilans qu'on peut les faire dans ce cas, c'est le bilan fonctionnel, parce que les complications de l'hémophilie peuvent laisser des troubles fonctionnels. Par exemple, on trouve chez certains patients des troubles de la marche qui peuvent être la conséquence d'une intervention chirurgicale, par exemple, ou bien la conséquence d'une faiblesse musculaire des différents muscles des membres inférieurs. Alors, brièvement, après avoir examiné le malade, on passe à la rééducation proprement dite. Alors, quels sont les objectifs de la rééducation? La première chose, c'est qu'il faut limiter la fréquence de l'hémorragie. C'est une priorité. Il faut récupérer les amplitudes articulaires perdues. Il faut prévenir les séquelles de la maladie, comme par exemple la faiblesse musculaire. Et aussi, parmi les objectifs de la rééducation, dans ce cas, c'est l'amélioration de la qualité de vie des patients. Et il faut restaurer la proprioception et on doit aider le malade à récupérer progressivement son autonomie. Généralement, dans le traitement de l'hémophilie, la kinésithérapie joue un rôle qui est à la fois préventif et curatif. D'accord? Alors, le rôle préventif consiste à conseiller le malade et à le préparer lorsqu'une chirurgie est prévue
ou bien lorsque le malade décide d'entamer une activité sportive. Hein. Le kiné, grâce au bilan qu'il a déjà fait, il connaît le malade, il connaît son état, il connaît l'état de ses muscles, de ses articulations, etc. Cette connaissance nous permet d'orienter le malade vers le sport le plus convenable et le plus pertinent en fonction de son état de santé. D'accord? Donc ça c'est d'une part. Et d'autre part, on doit s'occuper de tous les besoins des malades. Par exemple, après une intervention chirurgicale, hein, par exemple, après une prothèse totale du genou, incontestablement, le malade aura besoin des aides techniques, comme la canne ou bien le déambulateur, etc. Et le thérapeute doit s'occuper de ça. Donc, c'est ça en général le rôle préventif. Alors, moi, je parle brièvement, je ne détaille pas, juste pour avoir une petite idée concernant ce sujet. Et pour le traitement curatif, bien le rôle curatif de la kinésithérapie, le kinésithérapeute intervient selon la prescription médicale et selon l'état des patients, l'état général des patients et selon la maladie elle-même. Par exemple, un patient qui se présente avec une hémarthrose, on peut le traiter selon 3 phases. Parce que l'évolution de l'hémarthrose passe par 3 phases. La première phase, c'est la phase aiguë. La deuxième phase, c'est la phase subaiguë. Et la troisième phase, c'est la phase chronique. Alors, brièvement, dans la phase aiguë, la priorité, c'est d'arrêter le saignement et rétablir l'hémostase. Et pour cela, on met en œuvre le protocole de Rice, R-I-C-E. Ou bien on dit aussi la méthode grecque. La méthode grecque, G-R-E-C. G, ça veut dire la glace, hein, c'est l'application des froids, la cryothérapie. R, ça veut dire le repos. E, ça veut dire l'élévation. Et C, ça veut dire la contention. Ce protocole est très important. Hein, on peut l'utiliser dans plusieurs cas, et notamment dans la kinésithérapie sportive, après un traumatisme, par exemple, un traumatisme au niveau de la cheville, comme l'entorse, etc. Ce protocole permet de diminuer la douleur et de limiter les troubles circulatoires tels que l'œdème par exemple. D'accord? Quoi d'autre? Dans la deuxième phase, qui est la phase subaiguë, on fait un travail qui est progressif. Hein? Pendant le premier jour, après l'hémorragie, on fait une mobilisation passive qui est douce et un travail musculaire qui est isométrique, un travail statique. Et après quelques jours, entre le 4e et le 7e jour après l'hémorragie, on fait une mobilisation qui est active et active aidée, qui peut être autorisée pour aider le malade à récupérer progressivement sa mobilité. Et le travail musculaire qui était isométrique devient isotonique. On fait un travail progressif, comme j'ai déjà dit. On fait un renforcement musculaire qui est isotonique et qui est concentrique au début, et après on passe à l'excentrique. On commence par le renforcement dynamique qui est concentrique, et on termine par le renforcement dynamique qui est excentrique. Et la troisième phase, c'est la phase chronique. On continue le renforcement musculaire et on passe au travail proprioceptif. Quoi d'autre? En cas d'un hématome, ça veut dire la prise en charge kinésithérapique de l'hématome, le protocole de Rice qu'on a déjà appliqué dans la prise en charge kinésithérapique de l'hémarthrose dans sa phase aiguë, on peut le refaire. Et normalement, on peut le refaire dans tous les cas, soit en cas d'un hématome qui est superficiel ou profond. Et spécifiquement pour le psoas iliaque, le repos doit être entre 1 semaine et 4 semaines. Ça veut dire entre 1 semaine et 1 mois. Et la mobilisation active est autorisée aux articulations qui ne sont pas douloureuses. Et la mise en charge, ça veut dire l'appui, est autorisé s'il n'y a pas de douleur. Bien s'il y a une douleur qui est légère. Une légère douleur, une douleur qui est supportable par le malade. Et dans le traitement de l'hémophilie, on insiste sur l'autorééducation. Ça, c'est un point qui est très important. On doit apprendre au malade quelques exercices pour les faire chez lui à domicile, et cela entre dans le cadre de l'autorééducation. On doit privilégier le travail actif,
Hein, les exercices actifs, les exercices des étirements qui sont actifs sont plus efficaces que les exercices passifs. Quoi d'autre? Donc, c'est en général la prise en charge kinésithérapique de l'hématome. Bien sûr, on fait un traitement des symptômes. La kinésithérapie, c'est un traitement symptomatique. On ne traite pas l'origine de la maladie. L'hémophilie se traite par l'injection des facteurs de coagulation manquants. Mais la kinésithérapie traite les symptômes et les complications de l'hémophilie, comme par exemple les troubles de la marche après une intervention chirurgicale, etc. Quoi d'autre? Si le malade nécessite la chirurgie, même après l'opération, la kinésithérapie est toujours présente. Après une intervention chirurgicale, comme par exemple après une prothèse totale du genou, on fait une mobilisation passive pour activer la circulation sanguine et pour garder le tonus musculaire et pour garder la mobilité des membres qui est lésée. Et on fait une posture, des postures manuelles, contractées, relâchées pour récupérer les amplitudes articulaires perdues. Et aussi parmi les moyens qui peuvent être utiles dans ce cas, c'est quoi? C'est l'hydrothérapie. Hein? Le malade peut subir quelques séances d'hydrothérapie, pourquoi pas. L'hydrothérapie qui présente de multiples bienfaits. Hein? Elle relâche les muscles et elle joue sur le côté psychique des patients. Ça, c'est très important. Parce que le malade, lorsqu'il travaille dans l'eau, il se sent à l'aise, il se sent plus confiant. Parce qu'il arrive dans l'eau à accomplir tous les mouvements qu'il cherche à récupérer. Donc, brièvement, pour conclure, dans le traitement de l'hémophilie, la kinésithérapie joue un rôle qui est à la fois curatif et préventif. Et il y a un point qui est très important, qu'il ne faut pas le négliger. C'est quoi? C'est que le malade doit toujours injecter le facteur de coagulation manquant avant d'entamer chaque séance de rééducation. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand risque d'avoir une crise hémorragique au cours de la séance. Donc, il faut injecter le facteur de coagulation manquant avant chaque séance de rééducation afin d'éviter les éventuelles complications qui peuvent arriver au cours de la séance.